Donc, tout d'abord, évidemment, je vous remercie d'être présent, en particulier, même si c'est moins sensible, probablement pour les collègues étrangers, un 11 novembre, puisque c'est un peu un exploit, un jour férié, de faire déplacer des Français, en particulier pour un colloque austère, sur des questions de musique. Et donc, je me suis particulièrement reconnaissant d'avoir fait l'effort de vous déplacer un jour pareil. Je dois dire que les raisons en sont non pas un sadisme particulier qui aurait animé les organisateurs, mais le fait qu'il est compliqué à Paris de trouver des locaux de qualité, comme c'est le cas à Télécom Paris Tech, qui peuvent nous accueillir pendant 3 jours et qui voilà, offre l'espace et la taille et la localisation adéquate. Et du coup, on a eu beaucoup de difficultés, je me tourne vers David que je présenterai tout à l'heure, mais on a eu beaucoup de difficultés à réunir toutes ces conditions, et Télécom Paris Tech a très très aimablement bien voulu nous accueillir, mais Télécom Paris Tech ayant un calendrier très chargé, ça ne pouvait se faire en gros que durant ces 3 journées. Donc ceci explique pourquoi on vous accueille, y compris à 11 novembre. Yeah, so, yeah, it works. So he thanks everyone to be attending today, and he also apologizes for the fact that actually the school is closed today because it's the Jour du Souvenir, the 11th of November, but it was the kind of the only place that would give us the kind of surroundings that we needed, and that was open on such a day. Parfait, sa traduction. Excellent. Alors, ce colloque, c'est la conclusion d'un programme de recherche mené depuis 3 ans sur la musicalisation du quotidien en régime numérique. Et c'est un programme de recherche qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche. Je souligne ce point, il est important parce que on a de moins en moins de financement, disons, à la source aujourd'hui, fléché en direction des laboratoires pour mener des opérations de recherche, et on a de plus en plus, je pense comme dans un grand nombre de contextes, on n'est peut-être pas à l'avant-garde de ce point de vue en France d'ailleurs, on a plutôt des financements aujourd'hui qui sont des financements fléchés sur des programmes. Bon, on peut s'en désoler ou considérer au contraire que c'est une chance. Pour ma part, et je le dis très franchement, je considère que c'est une chance dans la mesure où ça permet de financer des programmes qui probablement ne seraient pas financés dans un contexte plus traditionnel. Et je crois pouvoir dire que l'ANR le considère aussi comme ça, et que ça, effectivement, si on regarde la liste, alors c'est très sélectif, mais si on regarde la liste des programmes en général qui sont financés, on se rend compte qu'effectivement, ça a produit beaucoup d'originalité en réalité. Voilà. Et donc, je tiens de manière appuyée vraiment à remercier l'Agence nationale de la recherche, d'autant plus que ce n'est pas le premier programme qui est financé, mais c'est le second consécutif, puisqu'on avait un premier programme sur le travail artistique en régime numérique, et que celui-ci est une sorte de prolongement, puisque ça porte donc, on est moins du côté des professionnels que du côté des publics cette fois-ci. Okay, so this event is the conclusion of a 3-year research program that was financed by the National Research Agency, ANR, that Philippe wishes to thank deeply, because it was not necessarily obvious actually to get financing for such a research program that would look into the digital regime, that's the régime numérique, which is the exact French expression, and everyday life, musical listening, yeah, that's it. Alors, il y avait plusieurs questions qui guidaient ce programme de recherche. Je ne vais pas toutes les énoncer, vous trouverez ça en ligne si ça vous intéresse, voilà, sur le site Musimorphose, mais une des particularités de ce programme de recherche, c'est qu'il a réuni des chercheurs qui venaient d'horizons disciplinaires très très différents, en particulier, et des laboratoires aussi, d'horizons très différents. Le CRAL, dont on a le directeur ici, Esteban Bourg,
à l'école des hautes études, le laboratoire d'informatique de l'université de Nantes, et puis, de manière plus modeste, le centre atlantique de philosophie. Et donc ça réunissait à la fois des sociologues, des historiens, des informaticiens en particulier. Là, le dialogue interdisciplinaire qui est extrêmement revendiqué aujourd'hui en France ne va pas de soi. Ce n'est pas quelque chose de si naturel qu'on veut bien le laisser penser. Je crois que ce sont encore des dialogues à construire, des habitudes à prendre, des points de croisement à fixer d'une manière plus aboutie. Mais ça, je dirais que c'est normal. C'est pas très surprenant en réalité. Et en tout cas, je crois que ça augure dans le futur de perspectives extrêmement riches dans le cadre de ces échanges entre disciplines. Pour donner une idée de ce que je vais indiquer par là, par exemple, avec les informaticiens de l'équipe, on a vu comment on pouvait mettre en place des outils très innovants qui, tout d'un coup, permettaient d'éclairer des questions que la sociologie peinait ou ne parvenait absolument pas à éclairer ou à répondre. Et symétriquement, je crois que la sociologie, par exemple, posait des questions que les informaticiens, enfin qui échappaient au radar des informaticiens et qui n'étaient absolument pas dans leur ligne de mire. Et je pense qu'il y a des pistes, en tout cas très stimulantes, très riches, méthodologiquement, qui se dessinent dans l'avenir pour ces travaux interdisciplinaires auxquels je crois énormément. Pour l'anecdote, j'avais été très frappé un jour en découvrant un programme télévisuel qui portait sur l'homme d'Ipswich, en Angleterre, vous savez, sur la côte sud-est de l'Angleterre. Et je vous recommande, si vous le trouvez sur YouTube, d'aller le voir, c'est extraordinaire. Et c'est exactement ce que j'ai en tête. Il y avait une magnifique énigme au XIIe siècle dans la ville d'Ipswich. On a retrouvé plutôt dans la ville d'Ipswich des squelettes d'hommes noirs qui dataient du XIIe siècle. Et donc c'était une grande énigme. Que faisaient des Noirs enterrés dans un cimetière anglais de la ville d'Ipswich au XIIe siècle? Et pour moi, ça a été une très grande révélation. C'est au fond, un chercheur tout seul dans sa discipline était incapable de répondre à ce défi, mais quand on réunissait des anthropologues, des historiens des religions, des biologistes, des généticiens, etc., on pouvait donner la solution des lignes, qu'évidemment je vais bien garder de vous donner, vous irez voir vous-même, mais c'est passionnant. Comment tu écris? C'est Ipswich? Ipswich, la ville d'Ipswich. Okay, so the particularity of this colloquium is the fact that it's very interdisciplinary and that it wasn't obvious to actually get all these research people from different backgrounds to actually collaborate together, that even if it's very fashionable to call for interdisciplinarity, that it's not always obvious to actually succeed in getting all these different background people working together. But that in this particular case, there was people from philosophy, computer science, sociology, and that actually there was some very evident signs of the fact that, for example, computer people helping out sociology background people was really successful in the case of this particular research program. So Philippe believes that actually interdisciplinarity within these kind of research field is important and is very promising. And he's got a small story to illustrate this. He says that in England, in the little town of Ipswich, they found a 12th century cemetery with black people buried in it. And that they were able to figure out how this came about by mixing up people from different disciplinary background, and that if it was useful for that particular case, it should be useful for others. Ce qui est fascinant avec la traduction, c'est qu'on a toujours l'impression que ce qui est dit une fois traduit est beaucoup plus intelligent que ce qu'on dit en français. On peut traduire. Alors, donc je passe sur l'ambition de ce projet qui avait effectivement un certain nombre de questions auxquelles il se proposait de répondre, mais je dirais qu'au fond la question principale dans toute cette affaire, c'était une question très simple à formuler, mais très compliquée
à résoudre. Et au fond, c'était la question suivante, c'est qu'est-ce que ça fait? Enfin, quelle est la place quelle est la place qu'occupe la musique dans la vie des publics, et en particulier des jeunes publics? Et vous voyez que c'est une question d'une portée extraordinairement générale, extrêmement simple dans sa formulation, mais si on y réfléchit 2 secondes, assez compliqué à appréhender, à saisir. J'ai 3, et alors nous, ce qui nous intéressait, c'était en particulier les jeunes publics, parce qu'on s'était fixé par choix sur ce segment de population, et puis aussi parce que ce sont les publics, évidemment, qui permettent le mieux d'observer les transformations à l'œuvre dans leur rapport à la musique, au regard des évolutions technologiques et du numérique. So the very simple, apparently simple, but finally complicated research topic that would, like, the efforts were centered on the actually studying the listening habits of young listeners, and that was the main focus of the whole project. Alors, je voudrais faire 3 remarques à ce propos. La première, c'est qu'en France, en tout cas, de manière assez étonnante, alors qu'on a un nombre assez important de travaux sur les technologies, sur les musiciens, sur les politiques publiques, sur l'industrie musicale, l'attention accordée au public de la musique reste encore comparativement relativement faible ou réduite. Et en fait, en France, ce sont surtout les grandes enquêtes menées par les institutions publiques, notamment le DEPS, le département études et prospectives statistiques, ou par les grands organismes représentatifs, le SNEP, le Syndicat national des éditeurs phonographiques, le CNV, qui nous donnent un état régulier des lieux. Mais pour autant, ces enquêtes ne disent rien d'autre que ce qu'elles observent des grandes tendances de la consommation musicale, ce qui est déjà beaucoup, mais pas plus. Or, on a très peu de travaux, comparativement, qui, d'un point de vue ethnographique, d'une manière très concrète, très incarnée dans les activités quotidiennes, rendent compte de la place de la musique dans la vie des gens. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a très très peu. Et Oui. So there's going to be three main findings that he wishes to share with us today and over the course of the next days. Is there, even if in France there's a lot of studies on the technological aspect, the technological evolution of music listening, there's lots of studies on public policy linked to digital, there's lots of industrial studies, but there's very little made already on the actual public listening habits of the general public. The only ones that are available are usually by state bodies, and they will address essentially the large trends that you can read, I guess, in everyday papers. But there's nothing very specific on ethnographical tendencies and really in-depth studies of the actual daily listening habits of young crowds. En fait, ces travaux que tu viens de citer, ils mettent l'accent surtout sur l'activité de consommation, une mesure des volumes de consommation, voilà. Mais ils ne rendent pas compte effectivement de la place que la musique occupe dans la vie des individus concernés. Et je pense à une remarque, un petit échange qu'on a vu avec Esteban là, récemment, lors d'une conversation, qui disait, au fond, par exemple, comment décrire l'expérience de la musique avant même que les individus en parlent, avant même que cette expérience soit retraduite par le langage. Et c'est le type de question, par exemple, qui a l'air extrêmement simple, mais en réalité sur laquelle on a très très peu d'éléments d'analyse. Autrement dit, comment saisir phénoménologiquement parlant la musique, la manière dont elle concerne et elle affecte les individus, non seulement comme expérience sociale, mais comme une expérience qui met en jeu quelque chose de plus complexe que l'expérience sociale elle-même. Et je n'ai pas trouvé de terme très adéquat pour dire ça, mais qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le fort intérieur. Le fort extérieur, mais il y a aussi le fort intérieur. On voit qu'effectivement, il y a quelque chose dans l'expérience musicale qui réside, on le sait bien,
tous, qui résistent à ce qu'on pourrait appeler, puisque je parlais de phénoménologie, à la réduction idétique de toute entreprise phénoménologique, autant qu'à l'objectivation sociologique. Et d'une certaine manière, c'est ce qui fait la beauté et l'énigme de l'expérience musicale elle-même. Et je crois que ça explique aussi pourquoi aujourd'hui il y a tout un courant de recherche qui se développe autour, par exemple, de la psychologie cognitive, pour tenter, il y a par exemple une chaire au Collège de France sur ces questions, ce qui est intéressant, pour tenter de comprendre la nature de, par exemple, l'émotion musicale. So the studies that have been available are mostly and essentially done in terms of volumes of consumer volumes, consuming volumes of music, more in terms of sales figures, and that the deep experience of music, the role it plays, how it affects the individual more in a personal way, the beauty of the musical experience and the cognitive psychological effect of listening to music has not been researched much. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est le fait que c'est sur la rapidité avec laquelle se produisent les mutations et les changements, notamment les mutations technologiques ou socio-techniques. Par exemple, juste pour donner un exemple de ça, il y a 3 ans, quand on a débuté cette enquête, on était très focalisé encore sur la notion de piraterie, de pirate, de piratage, et qui était très très centrale dans les discours et dans les représentations à propos de consommation musicale. Et ça orientait, entre autres, pas seulement, mais ça orientait la manière dont on construisait nos enquêtes, nos entretiens, nos grilles d'analyse. Aujourd'hui, la notion, je me tourne vers David puisqu'on a mené une grande partie des enquêtes ensemble, et on peut dire que la notion, elle est moins présente, pour ne pas dire pratiquement totalement absente, dans ces mêmes discours, sous l'effet sans doute de la montée en puissance de YouTube, qui est devenue la principale voie d'accès aux contenus musicaux aujourd'hui, sous l'effet aussi probablement de la généralisation des convertisseurs MP3 en ligne qui permettent à tout un chacun de se constituer une bibliothèque musicale sans aucun coût, et sans doute aussi sous l'effet du sentiment très répandu que les politiques de régulation publique, notamment en France Hadopi, ont perdu la bataille de la répression, et que par conséquent la musique est devenue un bien commun qui ne pose plus de problème de ce point de vue. So one of the things that must be noted is the fact that the rapid changes of technology have already changed the scope of how we look at these phenomena, these music listening phenomena. That notably a few years ago, and the notion of peer-to-peer piracy or sharing music through peer-to-peer networks was kind of influencing the whole angle of studies, and that nowadays with the already progress that we've seen around the usage of YouTube or of streaming propositions has already completely changed the kind of angle that we're looking these music consumption habits through. Une troisième remarque, elle porte sur le fait que on travaillait sur les jeunes publics, avec ces notions évidemment très ambiguës et très compliquées à saisir. La plupart des enquêtes, évidemment, en sociologie, prennent 2 critères pour penser les mutations en termes d'âge, si vous voulez. Il y a à la fois la notion de génération, d'appartenance générationnelle, et puis il y a le fait d'appartenir à une tranche d'âge, ce qui est bien entendu, comme chacun sait, pas du tout la même chose. On peut appartenir à un âge et on peut appartenir à une génération. Et de ce point de vue, le terme de digital natives, qu'à peu près tout le monde emploie, bon, qui a une histoire, qui est bien connu aujourd'hui, il y a eu des travaux là-dessus, le terme de digital natives constitue une sorte d'équivalent commode pour penser les populations sur lesquelles on travaillait, mais en même temps qui n'est pas absolument adéquate pour penser le problème. Et notamment parce que la notion de digital natives
induit l'idée qu'il y a une sorte de rupture entre des générations qui ont été socialisées avec l'Internet et des générations qui n'ont pas été socialisées avec l'Internet. Or, en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué et que les bons vieux découpages classiques qu'on utilise ordinairement en sociologie ne fonctionnent pas toujours très bien. Bon, par exemple, dans les enquêtes, habituellement, on a des tranches comme ça, par exemple, les 15-24 ans. Et on a plutôt observé qu'il y avait des strates infragénérationnelles avec des différences très très marquées à quelques années d'écart près. C'est-à-dire que, par exemple, entre un individu qu'on interviewe et qui a 12 ans et un individu qui a 15 ans, on va observer des différences de comportement, des différences de pratiques qui peuvent être spectaculairement marquées. Et puis, l'autre raison, c'est que, alors ça tient en particulier au turnover très très accéléré des technologies qui fait que chaque changement technologique va va marquer des différences de comportement qui s'observent dans les différences infragénérationnelles. Et l'autre raison tient à un phénomène beaucoup plus subjectif, c'est le fait que, entre la réalité des pratiques et la conscience des pratiques par les acteurs eux-mêmes, il y a souvent des différences très marquées. Il y a 15 jours, pour illustrer cette idée, j'ai diffusé un questionnaire sur l'usage de YouTube auprès de mes étudiants en première année d'université. Et il y avait une des questions, c'était « Est-ce que vous pensez que YouTube, ça a élargi l'univers des références musicales que vous écoutez ?» Et ils m'ont répondu « Mais monsieur, cette question est absurde, on ne peut absolument pas y répondre parce qu'on a toujours vécu avec YouTube. » Ce qui est factuellement faux, c'est objectivement faux. Et pour autant, ça veut dire que leur rapport mental à la consommation culturelle et à la musique les conduit à considérer que, effectivement, leur vie en musique a toujours été structurée par YouTube. Donc voilà un autre élément plus subjectif qui indique que la question de l'âge est relativement compliquée à saisir. Okay, so the third major findings is the fact that it's centered around the notion of age and generation, and that age and generation can actually be distinct concepts. For example, in the case of the digital native, the digital native word, the concept that we use with the current young generation, you will find within this group of digital native different behaviors just by a slight difference in age. The technical shifts are so fast that within a very narrow portion of a generation, you will find different attitudes and different behaviors towards music and listening habits, even though they seem to be part of the same generation. Because these technologies are very disruptive and change very fast. And he uses as an example the fact that he did a survey very recently with his first year class student and asked them whether or not YouTube had enlarged their specs of listening habits. And they answered that the question was absurd because they had always lived with YouTube. And what Philip says is that no, they haven't been listening to YouTube all their life, but they're under the impression that YouTube has been there all their life. Alors, juste une parenthèse, Michael Bull, qui devait intervenir ce matin, m'a écrit il y a quelques jours pour me dire qu'il s'était blessé au genou, donc il ne sera pas là. Et donc on a beaucoup plus de temps ce matin, donc si je déborde un peu, ne vous inquiétez pas, c'est juste parce que Michael n'est pas là et donc j'en profite. So we had an absentee. Michael Bull will not be with us.
So he says that then it allows him to talk forever if he wants. Mauvaise traduction. Alors, en tant que vieillard, Kakoshim, comment on traduit vieillard Kakoshim? Je vais me saliser un petit peu maintenant avec des expressions. I don't know how to translate that. Tac. On va... Non, en tant que très vieux monsieur, évidemment, quand j'avais l'âge de mes étudiants, je vais évoquer un peu de nostalgie, ça fait jamais de mal quand on est vieux. Quand j'avais l'âge de mes étudiants, j'achetais un nombre très limité de vinyles. Si j'en achetais 5 ou 6 ou 7 dans l'année, c'était vraiment le bout du monde, pas plus, j'avais pas les moyens. Je les recopiais sur des cassettes, je les écoutais une fois, parce que j'avais très peur de les abîmer. Aujourd'hui, quand ça fait... C'est très à la mode, c'est très branché. Ah, le bon vieux son des vinyles. Mes étudiants, ils adorent ça, l'idée qu'il y avait un bon vieux son qui faisait scratch. Mais nous, on détestait ça. S'il y avait la moindre rayure, c'était un cauchemar, c'était une angoisse, et ça me rendait malade. Et donc, je recopiais mes vinyles sur une cassette immédiatement, et je les rangeais, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est comme s'ils étaient neufs. Et j'écoutais donc mes cassettes, ensuite, sur un magnétophone au mono, avec un haut-parleur complètement médiocre. Donc, MP3, pas MP3, le son qui était meilleur jadis, c'est discutable. Et les informations sur l'actualité musicale parvenaient par 2 canaux, c'était 2 magazines, quand j'avais leur âge, Best et Rock and Folk. Et maintenant, il y a prescription, je volais, un mois, je volais Best, et le mois suivant, je volais Rock and Folk, car je n'avais pas les moyens de me les acheter. Maintenant, il y a prescription. Mais aujourd'hui, bien entendu, les choses du côté de mes étudiants, enfin vous le savez, ont complètement changé. Il est devenu complètement impossible, à moins d'être totalement spécialiste, de distinguer l'original de la copie. Et ils peuvent bien entendu dupliquer les copies à l'infini sans que ça change quoi que ce soit à la qualité. Pour les gens qui ont vécu mon époque, quand on copiait une cassette une fois, et quand on la recopiait une deuxième fois et une troisième fois, vous savez tous qu'il y avait une dégradation du signal, et que c'était, ça aussi c'est un cauchemar, quoi, on détestait. Un lecteur MP3 peut héberger des milliers de titres, peut-être même des millions. L'écoute de la musique est devenue une expérience mobile, multi-équipée et quasi immédiate, ce qui n'était absolument pas le cas pour ma génération. Et comme l'a fait remarquer Jeremy Rifkin dans un ouvrage qui s'appelle L'âge de l'accès, alors que naguère c'est la propriété qui définissait l'expérience sociale de la musique, et du coup il y avait des collectionneurs, c'est aujourd'hui l'accès qui semble en être le critère principal, l'accès mettant au premier plan justement les valeurs d'immédiateté et d'illimitation. Okay, so, bon courage. So he first told us that when he was young, being old today, when he was young, long time ago, a very long time ago, he used to buy very few records, 5 or 7 probably a year, because he didn't have the money to buy more than that. And that he was also copying them on cassette right away to make sure that they would be kept in mint condition and the sound quality would be as best as possible. And that back in those days, that was the idea behind vinyl. You knew that they would be damaged fast, so you try and preserve them. It wasn't fashionable at all to hear some popcorn, some surface noise on a vinyl. And like back then, there was only 2 magazines that he could access to get his curation, music curation, and he used to steal them. So it was a precursor of the pirate era, I guess. But so he used to steal the magazines. Nowadays, the quality is not such an issue. We all know that there's differences in quality, but the quality itself and listening to the music is obviously not, you will not degrade the sound quality by listening to it. And we live in an infinite storage time and an infinite access. And that obviously, and Jeremy Rifkin in his book, The Age of Access, addresses this question in a very accurate way now. So we live under an age of access.
while there was a heavy level of scarcity a few decades ago. Alors, en sorte que, évidemment, ces changements qu'on peut tous observer posent des questions redoutables, je trouve. Ça nous interroge notamment sur la question de savoir si l'expérience sociale de la musique s'est en effet complètement modifiée, si elle est totalement différente. Et je vais me permettre de faire un peu de publicité pour un ouvrage qui est très remarquable en France. L'auteur est là-bas, comme elle est modeste, évidemment. C'est Sophie Maisonneuve qui a écrit, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a écrit un ouvrage formidable qui permet de saisir dans la durée, c'est-à-dire de l'invention du phonographe, jusqu'à la fin de la guerre, au début de la guerre, qui permet de saisir, évidemment, les évolutions de l'écoute en lien avec les mutations des dispositifs socio-techniques, des dispositifs technologiques. Donc, je vous recommande vivement de le lire. Ça permet déjà de situer dans un continuum les mutations de l'écoute. Donc, est-ce que l'expérience sociale de la musique s'est transformée ? Et peut-être même, non seulement l'expérience sociale de la musique, mais notre idée de la musique, est-ce que notre idée même de la musique s'est modifiée ? Bon, pour ma part, je trouve que les anthropologues, et notamment Jack Goody, et son travail sur l'écriture, et le passage des sociétés oralisées à des sociétés où la littératie se met en place et domine, sont une ressource, en tout cas que j'ai fait mienne, sont une ressource très importante pour comprendre les phénomènes qu'on tente de décrire. Voilà. Et en particulier, comme vous le savez, chez Jack Goody, il y a une question extrêmement intéressante, c'est non seulement est-ce que ça s'est transformé, comment ça s'est transformé, quelle forme de pouvoir ça offre aux individus qui s'emparent de l'écrit et qui le mobilisent, qui en font un usage comme une ressource très très particulière. Et puis en même temps, alors d'un côté on peut avoir le sentiment que l'expérience sociale de la musique et l'idée même de musique se sont transformées, et puis d'un autre côté, je suis bien forcé de constater que ce que nos enquêtes nous ont également montré, c'est qu'il n'y a pas de rupture totale entre l'ère numérique et l'ère analogique, et du moins il y a toute une série de points comme ça, qui sont des points qui semblent s'inscrire dans une forme de continuum. Les jeunes auditeurs auprès desquels on a enquêté continuent à accorder de la valeur, alors plus à leur collection de vinyles, mais à leurs fichiers, et pour eux, il semble que ça n'ait pas moins de valeur la plupart du temps que les collections de disques que je possédais par exemple. Ils continuent à les classer, souvent avec des modes de classement vernaculaires qui leur sont propres. Ils s'échangent des morceaux, comme on le faisait. Ils écoutent encore énormément la radio, c'est même un des principaux modes de prescription. Et par exemple, pour l'anecdote, le poids de l'écoute radiophonique à l'intérieur de la voiture joue un rôle très très prépondérant dans toutes les enquêtes qu'on a pu mener, parce que c'est à la fois un lieu de partage, d'échange, c'est un moment très particulier, c'est une expérience sociale très particulière d'écoute de la musique. Et donc au fond, la question, c'est est-ce qu'il y a véritablement rupture, ou est-ce qu'on s'inscrit dans un espèce de continuum, et comment on peut penser ce virage numérique, ce qu'on a appelé le virage numérique, ce passage d'une époque marquée par des technologies numériques, analogiques, pardon, à une époque marquée par des technologies numériques. Alors, moi, il me semble que, mais je pense qu'on va en discuter pendant ces 3 jours, il me semble que peut-être il faut penser la question d'une manière différente, plutôt comme une sorte de champ de tension permanent entre des effets contrastés. Voilà. Et je relisais pas plus tard qu'hier un texte de Jacques Ellul sur la tyrannie technologique. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Jacques Ellul, c'est peut-être plus un auteur très très lu, mais c'est un auteur très important qui est publié et republié et qui a pensé effectivement de manière très poussée les conséquences philosophiques de l'emprise de la technologie sur les individus. Alors la musique n'était pas un de ces exemples, mais je pense que c'est une ressource importante pour penser la technologie. Et Ellul montre bien qu'il y a il distingue 3 sortes d'effets: les effets voulus, les effets non recherchés mais prévisibles, et les effets totalement imprévisibles. Et je pense que cette distinction est tout à fait heuristique, opératoire, pour penser effectivement ce qui se joue dans notre rapport à la musique. Alors, je vais conclure après. So we're kind of under the impression that the technical progresses or
technical changes Ça va, c'est une présentation, c'est assez- drastically questions our relation to music. But it might not be the case. This is kind of the current findings. He encourages us to read the Sophie Maisonneuve book on the evolution of listening habits following technology mutations. He encourages us to read Jagoudi. Et à Djagoudi, Ok, je connais pas, non. G2ODY. J2O. G2ODY. J2O. Goody. Okay. Has there been any transformation? How is this transformation actually occurred? How is the experience really transformed? And that possibly there's no total disruption. That we currently see young listeners actually giving as much values to their sound files that we used to give to our vinyls. That they still classify them, they tag them, they play with them. They also listen to radio a lot, and that radio in cars, for example, is still a very social experience that we can still notice among young listeners. Finally, the big question is: are we really assisting to a disruption, or more as some sort of continuum? And he also encourages us to read Jacques Ellul on the tyranny, La tyrannie technologique. Yeah, the technology tyranny. Do you translate it the same way? Tyranny of technology. And I lost the end of it. Like there's three. There's Ah oui, où il explique qu'il y a 3 types d'effets possibles de la technologie: voulu, non recherché mais prévisible, et imprévisible. Okay, so there's 3 types of effects from the exposition to technology. There's some voulu, which would be expected or expected. One that would be non-expected but predictable. Yeah. And the other one that would be totally unpredictable. Unpredictable. So I'm sorry I didn't translate this one very well. Mais je peux le faire. But it's important. Yeah. Repeat it maybe. Du coup, en conclusion, et avant d'adresser quelques mots de remerciement, je pense que ce colloque devrait permettre de répondre à un certain nombre de questions. En tout cas, c'est son ambition. J'ai listé ces questions, mais bien entendu, tout ça reste très ouvert. Et cette charme des colloques, c'est peut-être de répondre à des questions ou de ne pas y répondre, et d'acheminer vers des questions qui n'étaient pas attendues. Et voilà, un colloque, ça doit être vivant. Et la première question pour moi, c'est celle qu'on vient d'exposer, c'est-à-dire au fond, est-ce que le numérique se situe dans une forme de rupture ou de continuité? Comment intellectuellement, comment théoriquement on peut penser adéquatement ces questions de transition, de transformation, de reconfiguration, de continuité ou au contraire de rupture. Et donc vous voyez que ce sont des questions de datation, mais c'est très très loin de se réduire simplement à des questions de datation. Peut-être une par une, tu peux. So the first question is really to look into this. Are we witnessing a real profound disruption, or are we into a continuum situation? That's for the first question that we expect to be able to answer. La deuxième question, c'est la question de savoir si effectivement on observe des pratiques d'écoute complètement inédites ou des modes de rapport complètement inédits à la musique qui redéfiniraient la figure de l'auditeur et qui redéfiniraient l'écoute comme activité sociale. So the second question would be, are we really witnessing
drastic drastic change in listening practices or not? La troisième question, je pense qu'elle porte sur toutes les formes d'innovation qu'on peut observer aujourd'hui et qu'on peut peut-être même, par anticipation, imaginer dans les années qui vont venir. Et donc ça, c'est la dimension plus résolument prospective de ce colloque, même si la prospective, c'est toujours un exercice, comme la futurologie, c'est un exercice un peu difficile, mais on voit bien aujourd'hui l'importance prise, et ce sera très présent dans le colloque, par la question des algorithmes, de la recommandation, du streaming. Je pense aussi, bien qu'il y ait eu quasiment aucune proposition là-dessus, même aucune, sur tout ce qui concerne la domotique, par exemple, l'idée d'ajuster nos environnements, nos espaces de vie, nos maisons, par les technologies connectées, à nos aspirations à écouter la musique de telle ou telle manière, dans telle ou telle pièce, à tel ou tel moment. Donc c'est la question d'un ajustement de plus en plus fin de l'offre aux circonstances même de nos existences, grâce à la technologie. And thirdly, we will look into consequences of innovation more in a prospective way, even if you're not always competent to really apprehend this aspect of things. But we will definitely look into issues like the usage of algorithms, recommendation, the effect of streaming, and perhaps also something we haven't been talking a lot yet is the effect of connected equipment, connected houses, domotique. How do we integrate music within our environments at home, for example? Le quatrième point, c'est la question de la régulation publique et simultanément de l'adaptation des marchés à toutes ces transformations sociales et à toutes ces transformations technologiques. C'est au fond comment les grandes instances de régulation parviennent-elles à s'adapter face à ces bouleversements dont on voit à quel point ils produisent des effets considérables. Pour l'anecdote, j'ai appris récemment qu'un label que je connais depuis, Atmosphérique, un label important en France, avait mis la clé sous la porte il y a moins d'un mois. Voilà. Ce qui dit quelque chose sur la difficulté quand même d'une partie des acteurs du marché effectivement à maintenir leur activité face aux transformations économiques et industrielles dans le monde de la musique. So another element, a fourth element we'll be looking at is how public policy adapts itself to the current state of change, how the market adapts itself or doesn't adapt itself. And as an example, we've seen recently the closure of a very important indie label in France called Atmosphérique, who probably not many people would have expected them to close down. So there's still important effect of digital on the actual market conditions. Le cinquième et avant-dernier enjeu, à mes yeux, c'est la question de savoir au fond si quand on pense la musique et l'écoute musicale, on n'est pas par tropisme, à l'insu de notre plein gré, comme disait un célèbre cycliste français, si on n'est pas dépendant d'un certain nombre de modèles que je ne sais pas très bien qualifier, enfin qu'on pourrait qualifier de différentes manières, peut-être même néolibéraux, américano-centrés, européo-centrés, industrialo-centrés, je ne sais pas quel est le bon terme, donc je vous laisserai trouver la bonne expression. Mais au fond, l'idée c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait un pas de côté, plusieurs pas de côté, qu'on se déporte vers des marchés qui ne sont pas les marchés de la France, de l'Europe, des États-Unis, de l'Europe du Nord, du Royaume-Uni, enfin vous voyez les marchés dominants à partir desquels quand même, la plupart du temps, on construit nos grilles de lecture de la question musicale. Et moi je suis personnellement frappé, mais je ne suis sans doute pas le seul dans cette salle. Et à ce titre, je suis absolument ravi qu'il y ait des Indiens, des Colombiens, des Américains, des Belges, enfin, etc., parce que des Africains. Je pense que c'est de nature à ouvrir considérablement nos grilles de lecture, mais je suis frappé
depuis des années de voir quand même à quel point la façon dont on pense fréquemment, et dont on écrit sur la musique est quand même très 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 marquée par une expérience et des tropismes heuristiques, analytiques, qui sont quand même très américano- ou européo-centrés. Et pour moi, c'était un de mes grands souhaits dans ce colloque, c'est d'amener des intervenants exogènes, extra-européens, extra-américains, à expliquer ce qui se passait lorsqu'on pensait la musique dans des univers, dans des contextes qui n'étaient pas ceux qui nous étaient le plus familiers. Bon, il y a Abdoulaye qui va me succéder, Abdoulaye Niang, et qui va parler du contexte africain. J'ai passé quelques mois en Asie du Sud-Est, enfin en Malaisie très précisément. J'étais très très frappé de voir à quel point, probablement dans cette salle, enfin j'imagine que dans cette salle, probablement à peu près tout le monde ignore tout de la situation de l'écoute musicale en Malaisie, mais vous seriez tout à fait stupéfait de voir que c'est le pays aujourd'hui au monde qui connaît le plus fort taux de pénétration des smartphones, et des smartphones en particulier pour les pratiques culturelles, tout en ayant un marché de la musique extrêmement mal structuré. Voilà, donc ça pour moi c'est le 5e point qui est un point très important. A fifth element we'll look at is we'll try to perhaps get away from a very Western-centric vision of how music is consumed or described, and by looking at cultural diversity, other niche markets, notably in other hemispheres, in other parts of the world. And as an example, we may be interested to look at the penetration of smartphones, for example, in markets didn't have access to music the same way we did for years and years, but that suddenly have access to it through new devices. Et le tout dernier point, c'est que ce colloque peut permettre d'éclairer, c'est un point, enfin, ce sont des questions, des enjeux épistémologiques. C'est-à-dire qu'on voit bien, enfin, moi le premier, hein, comment les armes traditionnelles de l'anthropologie, de la sociologie, je parle pour les disciplines qui me sont le plus familières, sont en partie mises en difficulté, voire inopérantes, lorsqu'il s'agit d'écrire un certain nombre de pratiques d'écoute de la musique qui mettent en jeu les réseaux sociaux, le streaming, les algorithmes, etc., etc. Et du coup, je pense qu'il y a besoin de réfléchir à la fois sur la nécessité de se doter en tant que chercheur d'outils, de nouveaux outils qui ont une valeur heuristique ou une pertinence heuristique face aux nouveaux contextes, aux nouvelles pratiques d'écoute, sans néanmoins jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que on peut continuer à considérer qu'effectivement, la sociologie, l'anthropologie, l'économie, dans leur forme, disons, classique, l'ethnographie, par exemple, continue à avoir une importance majeure dans l'approche de ces questions. Donc voilà, le dernier point sont essentiellement comment épistémologiquement on peut penser, repenser, éventuellement à nouveau frais, et de quels outils on doit se doter pour penser les questions soulevées par les nouvelles pratiques et les nouvelles technologies. So I guess I would translate that by how do social sciences still today offer tools to apprehend those changes through a heuristic approach or epistemological approach to see how this actual listening habit and context evolves or not. Voilà, alors donc je vous remercie d'être présent, je vous souhaite trois belles journées de colloque.